quelle forme, je dirais d'abord, c'est la façon de faire. Donc, une démarche partenariale de construction du projet avec les collectivités locales et les riverains, les promoteurs, les maîtres d'œuvre qu'on mobilise parfois très en amont hein, dans nos dossiers. Et le but, c'est qu'on arrive à un projet qui soit intelligent, ouvert dans sa conception et qui apporte un input d'innovation et d'idées de programmation nouvelles dans le cadre de ces projets. Après, d'une façon plus structurée, la démarche qu'on va appliquer dans l'innovation, c'est quatre axes hein, principaux. Le premier, c'est les usages et les services, où on mise sur une stratégie d'évolutivité dans la conception des espaces qu'on va fabriquer, qu'ils soient des espaces d'habiter ou des espaces de travail, pour anticiper les évolutions des besoins des usagers de demain. Programmer aussi des fonctions, surtout dans les rez-de-chaussée et dans l'interaction quartier, d'animation de quartier. Aussi des fonctions nouvelles, pas nécessairement que du commerce, hein, ou des fonctions qu'on a pu connaître, mais aussi des usages nouveaux qui répondent aussi à des attentes de la génération d'aujourd'hui et de la génération de demain. Donc cette ouverture à cette évolutivité du programme, des services urbains de quartier sont une préoccupation première dans le cadre de ces deux projets. Le point 2, c'est dans le Harn, c'est imaginer une production immobilière et urbaine qui nous permette d'atteindre des quartiers bas carbone, donc responsables, résilients, économes en ressources. Et ça passe par la démarche énergétique de quartier, donc où on vise atteindre autour de 40 ou 50% d'énergie renouvelable à l'échelle du quartier et atteindre une économie de l'ordre de 30% du CO2 aussi à l'échelle du quartier. Donc on est contributeur hein, dans la construction concrète de la stratégie plan climat de la ville de Paris au travers de ces projets. Ça se traduit par la façon dont on va construire ces bâtiments, les matériaux qu'on va utiliser, la performance de ces bâtiments, mais aussi par la place de la biodiversité dans ces quartiers, la place de la nature qui nous permettent d'atteindre aussi un niveau d'îlots de fraîcheur hein, qui sont indispensables dans la qualité et le confort de ces quartiers et dans une nature utile et positive pour l'habitat de demain. Et le dernier qui est le recyclage des matériaux. Donc avec qui est un levier d'économie de ressources, mais aussi une démarche d'anticipation qu'il faut qu'on prévoit dans les choix des matériaux et de façon à ce qu'on puisse anticiper dans X années la possibilité aussi de démonter ce qui a été démonté de façon rapide, aisée et avec le moindre de consommation de matériaux. Donc d'où la place aussi du bois dans le cadre de ces projets. Pour la ville de Paris, même si ces projets sont développés par le groupe SNCF, nous y accordons une grande attention. Tout d'abord parce que le foncier disponible encore à Paris est très rare. C'est une litote. Donc en fait, de tels projets doivent être à la fois l'occasion de vraiment développer de nouveaux services, de nouveaux logements, mais répondant aux besoins du 21e siècle. D'où cette attention à la qualité des services, à la qualité immobilière des projets, à la qualité de ce qui va être créé, vraiment en essayant de se placer d'ailleurs dans des perspectives pas uniquement de court terme, mais de moyen terme. Comment s'assurer que ce qu'on va créer là répond effectivement aux besoins des habitants, mais aussi offre de nouvelles lieux d'emploi répondant aux besoins actuels, mais aussi dans 10 ans, parce que tout ça, lorsqu'on construit, on sait que nous nous inscrivons nécessairement dans la durée. Et puis ensuite, évidemment, pourquoi innovation? Parce que pour nous, ce sont des terrains d'expérimentation en matière d'actes de construire, d'actes même de concevoir, dans une perspective de lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment des terrains qui doivent permettre d'aller aussi loin que possible dans toute la gamme de ce qui est
ce qui va permettre de réduire les consommations de matériaux, énergie, etc. Et c'est là l'intérêt de tels projets, c'est qu'à partir du moment où on construit sur du terrain vierge ou quasi vierge, on peut utiliser beaucoup de leviers, que ce soit le levier de la construction, que ce soit le levier de l'économie d'énergie, que ce soit le levier de l'énergie renouvelable, que ce soit le levier de la végétation, pour conjuguer tout cela et avoir des vraies ambitions, qui peuvent en fait servir, je pense que le meilleur terme c'est bien d'expérimentation pour d'autres sites ou pour nous aider à trouver des voies et moyens pour reconvertir le bâti existant. Pour rappel, effectivement, Espace Ferroviaire est la filiale du groupe SNCF qui a la charge d'aménager, développer les fonciers du groupe qui n'ont pas d'utilité ferroviaire. Et donc, on se trouve sur des fonciers qui ont des caractéristiques parfois complexes, qui nous rendent les opérations plus difficiles à démarrer, parce qu'il faut enlever les éléments ferroviaires qui incombent le terrain, mais parfois avec des belles opportunités parce qu'il y a du patrimoine industriel, de patrimoine ferroviaire de grande qualité. Et donc, en l'occurrence, par exemple, sur la gare de Lyon-Daumesnil, où on va réexploiter une halle qu'on va conserver, une halle qui marque complètement symboliquement fort le lieu et qu'on va l'ouvrir à des fonctions de commerce nouveau et d'usage d'animation de quartier qui la transforme demain comme étant le catalyseur dans l'ensemble du projet. Donc cette deuxième vie qu'on donne à ce patrimoine est un levier très important. Une deuxième dimension, c'est qu'on intègre dans le cadre de ces projets des fonctionnalités et encore liées à l'activité ferroviaire, type sur Gare de Lyon-Daumesnil, le centre d'avitaillement de la gare. Donc on l'intègre dans le socle d'un immeuble de bureau. Donc là, on n'est plus dans le ferroviaire qui s'impose, mais on a dans le ferroviaire qui s'intègre. Et donc ça, c'est vraiment un pari qu'on prend aussi d'intégrer ces fonctions dans le cadre du projet. Et sur Hébert, on intègre aussi un bâtiment qui permettra d'accueil des activités type industrie 3.0 dans un immeuble phare qui est à l'entrée du projet. Donc on a ce souci de rester dans la logique d'une ville productive comme on a toujours pu l'être par le ferroviaire et là dans d'autres fonctionnalités. Et la troisième, c'est la notion de la communauté, parce qu'un train, c'est des wagons, c'est un peu tous ensemble. Et demain, ces projets vont produire des lieux de communauté fortes, donc des espaces publics généreux. Et donc, ces lieux d'espace collectif, que ce soit par les fonctions bâties du rez-de-chaussée ou par les espaces publics qui s'offrent et par les fonctionnalités communautaires que le projet va offrir, va redonner ce sens, cet ADN des fonciers publics SNCF qui est le sens du commun et qui va persister mais sous une forme nouvelle. Je voulais insister sur le sentiment que cette question est vraiment au cœur aujourd'hui de la conception des projets urbains. Finalement, nous avions des lieux ferroviaires qui étaient, il faut le dire, assez fermés au public. Ils avaient toute leur utilité et à cet égard, évidemment, remplissaient un vrai rôle de service public, mais en même temps, c'était bien souvent des lieux techniques, donc des lieux réservés au monde ferroviaire. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à les réintégrer dans la ville, ou les intégrer dans la ville, sans perdre totalement l'histoire ferroviaire. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que nous avons totalement accompagné le groupe SNCF sur ces démarches de à la fois on intègre dans l'aménagement du quartier les éventuels besoins ferroviaires qu'il faut maintenir. Il s'agit bien de continuer à garantir le fonctionnement de la gare du Lion, par exemple. Donc, s'il y a des besoins liés au fonctionnement de la gare du Lion, il s'agit qu'ils soient intégrés dans la conception. Et
mais au-delà de ça, aussi l'attention à ce patrimoine ferroviaire qui, quand il existe, hein, quand il y a quelques voilà, ce qui est pour moi aussi complètement en phase avec la problématique de la préservation des ressources, c'est-à-dire que plutôt que de démolir nécessairement, essayons plutôt de valoriser le patrimoine, en particulier quand il a une vraie qualité architecturale, comme peut l'avoir le patrimoine ferroviaire du 19e ou du début du 20e siècle. On a affaire à des halles impressionnantes par leur volume, mais aussi par une certaine qualité de construction. Je rajouterais juste aussi un élément, c'est que ces terrains ont une qualité forte liée à cet emplacement, à leur histoire ferroviaire, c'est le grand paysage. Alors le paysage, on en parlait tout à l'heure, on parlait du fleuve ferroviaire. Néanmoins, c'est une chance dans Paris d'avoir ce dégagement, ces grands horizons, et ça, il restera. Donc, et c'est une partie de génie de ces lieux, d'avoir cette chance d'avoir des grands horizons. Oui, oui, ce qui est impressionnant, c'est combien, à cet égard, la réflexion urbaine évolue. Alors, je ne dis pas qu'il faut nécessairement l'écarter, mais c'est vrai que quand on prend le modèle de Paris-Rive-Gauche dans le 13e arrondissement, on voit qu'on a choisi beaucoup le modèle de la couverture. Hein, je veux dire, on couvre les voies ferrées. Aujourd'hui, c'est intéressant combien sur plusieurs projets urbains, que ce soit porté par Espace Ferroviaire ou par la ville de Paris, on reconnaît que sans écarter nécessairement par endroit la couverture, la préservation de ces grandes trouées ferroviaires a quand même une vraie qualité paysagère dans une ville très dense comme Paris. Ce sont, alors certes, des lieux, quand on construit à côté, il faut gérer le bruit, la pollution qui peut émaner de ces voies de circulation ferroviaire, mais ce sont aussi des grands espaces de dégagement qui ont une vraie qualité dans le paysage parisien. Il se trouve que ces deux projets ont été approuvés par le Conseil de Paris. Donc ce sont deux projets portés par Espace Ferroviaire, mais aujourd'hui complètement validés par le Conseil de Paris. Donc on va vraiment passer désormais à la phase opérationnelle. Et là, je pense que Fadia, peut-être pour conclure, est plus amène d'un peu présenter l'enchaînement des calendriers à partir de la fin de l'année et puis surtout de l'année 2019. Sur Gare de Lyon-Daumesnil, donc on a déposé le permis d'aménager au printemps dernier. Donc on est en phase d'instruction. On va démarrer les démolitions donc dès le mois de décembre sur la première phase d'opération, et on va lancer la commercialisation en début d'année 2019 des premiers îlots de logements et de bureaux. Donc on y est. On passe de la promesse à la réalisation. Et sur Hébert, le permis d'aménager va être déposé sur la première phase avant la fin de l'année, pour qu'on commence aussi la pré-commercialisation, je dirais à l'automne de l'année 2019. Donc pareil, voilà, on va dire on est maintenant dans la concrétisation de ces 3 années, je dirais essentiellement de coopération avec la ville de Paris sur ces deux projets qui représentent quand même 12 hectares de foncier en plein Paris et 200 000 m² de construction.